Merci et bonsoir. Je voulais vous dire que j'étais à la fois très, très heureux depuis hier d'être là et tout tremblant. Tout tremblant parce que je me demande ce que j'y fais. Plusieurs fois a été posée la question de la légitimité des paroles, la légitimité des interventions, la légitimité du lieu, la légitimité de la constituante elle-même. Et c'est vrai que je me dis, quelle est la légitimité? Et en même temps, je me dis, cette question de la légitimité, c'est une question qu'on a toujours envoyée à nous. On nous a toujours envoyé en disant, vous n'êtes jamais légitime, personne n'est légitime, vous les Noirs, vous les Malbars, vous les Créoles, vous les gens du Sud, vous n'êtes pas légitimes, vous n'êtes pas légitimes à parler français par exemple, vous n'êtes pas légitimes à enseigner la littérature française, enfin bref, toutes ces sortes de choses. Donc du coup, je suis légitime parce que j'ai décidé que j'étais légitime de parler de ça, voilà. Yves Citon, tout à l'heure, parlait de la localisation. Oui, c'est vrai, c'est important. Donc, du coup, je me localise. Je suis du Sud, je suis de l'océan Indien. En même temps, j'ai un passeport français, plus précisément un passeport européen, une carte d'identité française. Je suis un créole d'outre-mer. Très complexe. Ce que je veux dire, c'est que je suis né, j'ai grandi dans une île qui a été constituée par les migrations, pour la plupart des migrations forcées, l'esclavage en particulier, l'engagisme, peut-être que les migrations les plus libres sont aussi celles qui étaient organisées au même titre que les migrations forcées par des États-nations, de la même façon que les migrations forcées comme l'engagisme ont été mises en place par les puissances coloniales. Les migrations libres de la France, par exemple, vers la Réunion ont été mises en place par l'État français. Et de la Réunion vers la France, à travers le Bumidum ou les enfants de la Creuse, aussi par l'État français, il y a des migrations qu'organisent les États à l'intérieur de leur propre espace. Je voulais dire aussi que constituées par des migrations, ces migrations ont constitué l'espace dans lequel je vis. Les fameux processus de créolisation, les mondes créoles, et à l'intérieur de ces espaces même de créolisation, les gens qui sont venus ont eux-mêmes migré pour créer d'autres nouveaux espaces de souveraineté et de liberté, le marronnage par exemple. Je suis en dette à travers tout ça. Par rapport à tout ça, je suis héritier de tout ça. Et justement, par rapport à ce que disait Camille de Toledo hier et aujourd'hui de nouveau sur la question de la dette n'est pas nécessairement question de culpabilité. La dette implique aussi héritage et fidélité. Fidélité au marronnage, fidélité aux héritages, fidélité aux migrations, c'est aussi des choses importantes. Je tenais à dire ça, surtout qu'aujourd'hui, dans l'océan Indien, les migrations continuent, violentes, les morts, entre Anjouan et Mayotte, et les lieux de réclusion à Mayotte, dans l'État français donc, département d'outre-mer, ou à La Réunion, où pour entrer, il faut montrer patte blanche, et ce n'est presque pas une métaphore. Sur la question de la constituante migrante, je me suis demandé justement si cette constituante n'était pas les migrants, si c'était la constituante des migrants, mais à ce titre, évidemment, je ne suis pas légitime. Si c'était une constituante migrante, mais alors, qu'est-ce que ça veut dire exactement une constituante migrante? Est-ce que c'est la même chose qu'une constituante déambulatoire? Et du coup, je me suis dit peut-être que si on inversait les termes, ça serait peut-être plus simple, à savoir que ce n'est pas la constituante qui est migrante, mais que c'est la migration qui est constituante. Les migrations sont constituantes de l'humanité, de notre histoire, plus particulièrement de la mienne, puisque les migrations sont constituantes non seulement pour... ça fait sens à la fois, non seulement pour les migrants, mais aussi pour ceux qui... les espaces vers qui on migre, et puis pour tous les autres. Donc voilà, je me dis que peut-être qu'une constituante est migrante, précisément parce que les migrations sont constituantes des relations humaines. Et c'est pour ça que par rapport à quelque chose qui a été dit hier, je voudrais quand même dire, on a insisté sur la notion de marée destituante ou de destitution. Je rappelle quand même que dans l'histoire de l'humanité, une grande partie en tout cas, les migrants, et en particulier les migrants fondamentaux, à savoir les esclaves, ont été destitués de l'humanité. Il y a eu donc des marées destituantes dont les victimes ont été les migrants.
les esclaves, les engagés, et ils continuent de l'être. Aujourd'hui, en Europe, aux USA, on les destitue de leurs droits, de la même façon que le capital aidé des États-nations destitue les gens de leurs droits. Donc la destitution, c'est quelque chose qui me paraît en même temps un peu dangereux. Je ne vais pas faire une démonstration. J'ai décidé d'emprunter la voie du poème et du chant à la manière de Derek Walcott, notre créole, car c'est la voie la plus hospitalière, me semble-t-il, qui accueille en particulier les voix des ancêtres, les voix oubliées, les voix étrangères, les voix qui n'arrivent pas à s'articuler ou qu'on n'arrive pas à traduire, comme on peut le voir par exemple dans les épopées dont on parlait tout à l'heure, ou dans des chants, les chants comme le Maloya. J'ai toujours imaginé que les sirènes dont parle Homère, dont la voix était couverte par exemple par le chant d'Orphée et dont Ulysse n'a pas rapporté ce qu'elle racontait, j'ai toujours imaginé que cette voix, justement, ce qu'elle porte, c'est celle des migrants de tous les lieux, de tous les temps, et en particulier des morts de tous les temps. Par exemple, que ce que Ulysse n'a pas pu raconter, c'est précisément cette voix des morts. Et du coup, le nous que j'utilise ici dans ce texte, dans ce poème, tente, bien sûr, à travers l'impossibilité objective de ce nous, d'accueillir ces voix migrantes, ces voix de migrants qui sont aussi les miennes. C'est pour ça que ce texte n'a pas de titre. Les mers de morts et d'espoir, les mers exorbitées, les mers désormais en remontée, les océans du saccage et de l'accueil sont les dernières voix du temps. Je dis simplement l'émotion des vagues aux terres, la très longue durée de l'instant où lève l'écume, l'embrun que dans ma langue on dit chagrin, l'infini de ces pays petits qui transforment sans cesse leur commencement et leur recommencement, leurs atermoiements, leurs renoncements, face au fini de l'océan qui roule, qui enroule, qui s'enroule, qui feint d'avancer sans cesse et qui soudain s'arrête, pour jauger les falaises, pour rire des plages qui posent. Nous arrivons pauvres de la mer, sans presque souvenir. Nous revenons hors de l'humain, sans presque avenir, muets, ou alors tacites, mal articulants, audibles peut-être dans un très lointain avenir, comme le chant des sirènes qui fait tanguer les yachts et les voiliers, chavirer les pétroliers, s'entr'ouvrir les paquebots. La haute mer est en nous, qui sommes mer noire, comme on dit aussi en ma langue, à force de laper, de lamper le grand large à l'étroit au fond de nous. Et le temps se dilate en nous, Éliard coquille. Et l'espace se dilate en nous, Éliard coquille. Tout est trop vaste et trop étroit. Tout est trop vaste et trop étroit pour la passe de l'intime partagé que nous ne partageons pas, que nous ne partageons plus revenus de la mer, de ses cimetières, de ses passages, de ses souffles, de ses creux, de ses gouffres, de son lys et de son calme. Nous sommes du soleil et de la brise, de la sueur et du sel, du sans-eau des veines et des artères, de la pluie et des tornades, de l'algue et du plastique, les tramailles ravaudés, de la diphtérie et du tétanos, de la peste et du choléra parfois, de la diarrhée et du vomi, des brûlures et des escarres, de la mort des non-survivants qui se crispent en nos terreurs, leur corps nagé sous les cales, leur chair devenue requin. Je dis simplement l'émotion des vagues aux terres, de tous les oublis, de tous les refus, de tous les dénis, ces terres qui se protègent de la mer, qui se barricadent et s'enferment, qui barricadent et ferment la mer. Beaucoup plus, et de très loin, que les vainqueurs, conquistadors, négriers, colonisateurs, marchands de tout et du rien, prédateurs polymorphes, nous qu'on dit vaincus, captifs de la traite, engagés, exilés, déportés des révolutions détruites, migrants des guerres impérialistes. Nous avons une très longue mémoire de la mer, celle-ci qui nous hante et que nous ne pouvons jamais, pour cela même, transformer en habitat. Ah, pour nous humains, habitants pourtant des airs, et pour eux qui nous comptent et nous décomptent sans cesse, pour qui nous ne comptons pas,
pas plus que ne comptent celles et ceux des terres, qui a donc perdu tout horizon. Marrons involontaires, en fuite d'aucune plantation, en recherche d'aucune libre souveraineté, en rêve d'aucune langue consonante avec les désirables à venir. Nous, nos langues désamarrées se sont crispées sur les amarres du sel et les silences des vainqueurs. Nos langues délissées se sont accrochées aux ramures des vagues, déchirées aux branches des rouleaux, en lambeaux de traversée, en créolisation des pertes dérapantes, râpeuses, incompréhensibles, même pour nous-mêmes, et plus encore pour les avenirs de nous qui ne nous comprendront pas. Toute mer est au noir. Mais la traversée ne rend pas pour autant les terres, d'avant comme d'après, de devant comme de derrière, habitables. Pour nous, et dès lors pour personne. À cause de nous, à cause de ce qu'on fait de nous, la terre se déracine de partout. Plus personne ne peut habiter, ni vivre, ni survivre, ni mourir. À défaut, ou en défaut de politique, à défaut ou en défaut de solidarité, à défaut ou en défaut de solidarité comme politique, comme manière et comme lieu de l'habiter. Les eaux de partout sont glacées, douces ou amères, douces et amères. Les eaux et les sols, comme nous, proposer marchandises à l'assaut ou à l'affût de tout espace. Les eaux et les sols, comme nous, empêchés de tout repos, de tout rêve, de tout avenir. Nous, tissés de mers et de langues enchevêtrées. Eux, tisseurs du capital, dont la longue trame ne sait plus rien dire. Nous, intraduisibles. Et le capital sans langue, sans vie, sans terre, sans mer. Le capital inhabitant qui veut nous rendre inaptes à habiter. Migrants de toujours et de partout, autonomes internationaux, pesaient alors, mais comment? Contrer le jeu assassin du face-à-face institué par le capital entre le local et le global, entre l'atomisation et l'humanitaire, entre la production sans monde et le tout-monde, là où il suffirait peut-être qu'il y ait tout le monde. Nous, spectres de toute mer et de toute terre désormais, l'avenir? Alors, puisqu'il faut proposer un article proposé à la constituante migrante. Puisque toute migrante et tout migrant est un être humain, toute migrante et tout migrant a droit à habiter, et toute migrante et tout migrant a droit à une sépulture, quel que soit l'endroit de sa mort. Toute migrante et tout migrant a droit à l'accueil de ses ancêtres. Toute migrante et tout migrant a droit à la transmission de son récit aux vivants. Merci. Concernant en fait la proposition et notamment cette question des funérailles, en fait, je crois qu'on l'a vu aussi hier d'une certaine manière avec l'intervention de Charles Lerre, en fait, et les corps qui manquent, en fait. Et donc j'entends bien votre proposition. Donc tout migrant et tout humain a le droit à une sépulture. La première question qui pourrait venir, c'est combien vaut une sépulture quand le corps manque, enfin, notamment quand il s'agit de disparus. Est-ce qu'il s'agit d'engager des recherches infinies ou alors est-ce que, et je pencherai évidemment plutôt pour la deuxième option, quels sont les types de sépultures qui peuvent prendre d'autres formes que celles d'une sépulture habituelle dans laquelle une boîte, etc. Voilà. Oui, alors... Ça peut être des choses symboliques. Enfin, je pense par exemple, voilà des. Enfin voilà. Par sépulture, j'entends tout simplement. La sépulture permet tout simplement de considérer que celles et ceux qui sont morts et dont les corps manquent sont tout simplement humains et qu'ils comptent au même titre que les autres. Et que donc, puisque précisément il s'agit de ne pas les compter, ou alors simplement les compter en termes de il y a tant de morts, il y a tant de. Mais
La sépulture permet tout simplement de donner du sens à ce qui a eu lieu et surtout d'inscrire la morte ou le mort dans une histoire, dans une généalogie et surtout dans une transmission de son histoire, une transmission de ses ancêtres et une transmission à l'avenir, faire des autres d'une certaine façon aussi ses héritiers. C'est ça que j'entends par sépulture. Voilà. Je ne sais pas si c'est clair ou si c'est trop lapidaire. Donc, ce sont des formes symboliques, effectivement, et en particulier, ce qu'il y a de plus symbolique chez l'humain, c'est précisément le langage. Donc, ça passe par la voie du poème, par la voie de l'inscription, par la voie du récit. Tu parlais de récit constituant, et voilà, et par la voie aussi de la constituante écrite, quoi, voilà, dite. Moi, je voulais rebondir sur la référence qui a été faite dans le poème à la traite et à cette histoire-là. Et vu que vous et Françoise Vergès êtes ici, je me demandais à la fois en quoi on peut utiliser cette horreur du passé ou ces horreurs du passé comme une sorte de calque pour voir une continuité dans la racialisation, dans ce qui continue à se faire maintenant, et en quoi les passeports sont une forme contemporaine d'esclavage. Et peut-être, donc là, il y a peut-être des possibilités ou des limites à faire ceci, mais ce qui, moi, me semblerait plus intéressant, c'est ce que font, par exemple, des gens comme Marcus Rediker dans son travail historique, d'essayer de comprendre et de documenter quelle forme de résistance avait lieu, qu'on peut voir avec des siècles de distance, contre l'esclavage, des résistances abolitionnistes à tous les niveaux, et du niveau des esclaves, et du niveau des gens qui voulaient les aider. Et qu'est-ce qu'on peut apprendre aujourd'hui en termes de mobilisation politique, mais aussi en termes d'efficacité médiatique, peut-être, dans ce qu'on est en train d'essayer de faire ici de constituants migrantes? Est-ce que dans la lutte contre la traite, il y a eu des moments qui vous semblent pouvoir éclairer ce qu'on est en train de faire maintenant, en nous disant un petit peu, bah tiens, si vous allez faire ça, ça a été efficace il y a 100 ou 200 ans, et ça risque d'être efficace aujourd'hui? Alors, la question de l'abolitionnisme, dans la question évidemment, Marcus Rediker, oui, bien sûr. La question des esclaves et de la traite en particulier, donc c'est pour ça aussi que j'ai fait référence au marronnage tout à l'heure, justement, cette forme particulière de migration à l'intérieur d'un espace, pour le transformer justement, et pour en faire un espace de souveraineté, de liberté, de souveraineté libre. En ce qui concerne la traite proprement dit, comme Rediker et d'autres l'ont montré, la traite ne va pas de soi. Enfin, je veux dire, on n'a pas affaire à des gens là qui sont captifs, tout ça, et qui ne résistent pas, et donc c'est une série de luttes permanentes. Et c'est à partir effectivement des luttes des captifs de la traite et des luttes des marrons que se développe, que s'instaure un certain nombre de droits. Par exemple, il est clair que s'il n'y avait pas eu la révolution, enfin à mes yeux, je pense que s'il n'y avait pas eu la révolution haïtienne, il n'y aurait pas la constitution de 1793 en France, par exemple, même si elle n'a jamais été appliquée, et la loi de Pluviose sur l'abolition de l'esclavage, alors que l'abolition de l'esclavage a déjà eu lieu à Haïti. C'est donc une simple reconnaissance par la France de quelque chose qui a déjà eu lieu. Mais en même temps, sur la question de l'abolitionnisme, en tout cas après Haïti, après la Révolution française, le discours abolitionniste, et là je rejoins quelque chose dont on parlait tout à l'heure sur la dignité et dont parlait Sami Tchak aussi, et puis d'autres sur la question de la victimisation, le discours abolitionniste, tel qu'il a été porté par les Européens, par exemple Clarkson et les autres, a consisté, pour faire accepter l'abolition, à transformer les captifs de la traite et les esclaves en victimes, et uniquement en victimes. Alors là, il y a effectivement quelque chose qui est très gênant et qu'il faut absolument éviter, justement, de leur redonner donc justement toute leur capacité humaine à lutter, à être, à aimer, à vivre, à rêver, et pas seulement justement à être tout le temps là debout, machin, mais à être des humains, je veux dire, tout à fait normaux, comme les uns et comme les autres, et surtout donc du coup à leur redonner leur et c'est là que je suis assez d'accord avec ce que dit Camille de Toledo sur la traduction. C'est vrai que la traduction c'est important de ce point de vue-là. La question étant traduire quoi, pourquoi, parce que il me semble qu'objectivement et par définition, le migrant, bon, qu'il s'agisse de l'esclave ou du migrant aujourd'hui, est naturellement confronté à la traduction. Et que donc, d'une certaine façon, son écoute à lui est celle d'une écoute de la traduction et d'une création de la traduction. Et la demande, j'en ai discuté hier avec Camille, il était là il y a un instant, je ne sais plus. Il en est assez d'accord. La question de la traduction, cela consiste
C'est plutôt du côté de l'accueil. Tu parlais de famille d'accueil, je crois, hier, ou d'hospitalité, de famille d'hospitalité. C'est l'accueillant qui a à faire l'effort de l'écoute et de la traduction pour entendre et redonner aux migrants toute sa capacité, son agencéité, comme on dit aujourd'hui, ou son agency. Et je pense que ce qu'on peut retenir justement de l'histoire de l'abolitionnisme et de la traite, c'est ça, éviter cette manière quand les abolitionnistes de parler au nom d'eux, sans les écouter, sans les entendre, sans prendre en compte leur propre parole, et surtout les transformer en victimes pour qu'un effet de compassion se produise et qu'à partir de cet effet de compassion, les peuples luttent pour l'abolition de la traite négrière, par exemple, en Angleterre ou en France ensuite. Voilà.